Mélanie Bénard-Croza, je suis la rédactrice en chef de Sécurité et Défense Magazine. Je vais donc animer les débats de cette table ronde consacrée donc à la thématique de la souveraineté numérique et plus particulièrement aux 5 priorités qui ont été identifiées par les parlementaires qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis notre expert Franck, avec qui on va échanger. Donc on a le plaisir d'avoir Madame Constance Le Grip, députée des Hauts-de-Seine, vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, également membre du groupe d'études économie de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle. Bien d'autres choses encore, mais ce sont principalement les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. À mes côtés, Valéria Formentian, députée de la Loire, coprésidente du groupe d'études assurance et auteure de plusieurs rapports, et notamment sur l'intelligence artificielle avec le député Cédric Villani. Éric Botorel, député des Côtes-d'Armor, coprésident du groupe d'études économie de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle, et également auteur de très nombreux rapports sur le numérique. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Et avec nous, on a Franck de Cloquement, notre expert international sur cette session, qui est notamment expert sur les questions de cyber, professeur à l'IRIS, membre fondateur du Cercle K2, praticien et expert en intelligence économique et stratégique. Alors, la souveraineté numérique, c'est le sujet qu'on va consacrer durant ces 45 minutes que nous allons passer ensemble. Une souveraineté numérique de la France qui s'installe finalement, une question qui se pose dans un contexte géopolitique international particulièrement complexe avec les États-Unis. On pense évidemment au Cloud Act, la loi sur la protection des données adoptée donc en Californie. Il y a le sujet des GAFAM, évidemment, et puis il y a la Chine, les questions autour de l'intelligence artificielle notamment, la Russie, évidemment, avec d'autres questions qui se posent. Quel est le regard de nos experts sur ces sujets? À quoi faut-il s'attendre? Alors, vous pouvez intervenir à tour de rôle, chacun pour partager avec nous, avec la salle, le regard que vous portez sur ce contexte particulièrement compliqué. Franck ? Alors, en ce qui concerne effectivement le Cloud Act, qui était en fait un élément assez essentiel, on a eu affaire à un cavalier législatif qui a pris tout le monde de court, d'une certaine manière, puisque ça a été ratifié en mars 2018, signé par Donald Trump en juin, et ça a effectivement pris de court le RGPD qui était en lancement sur cette affaire. Alors que découvre-t-on? On découvre effectivement ce qu'on appelle un cavalier législatif au dernier moment, glissé, 32 petites pages glissées dans les 2232 pages, je crois exactement, du financement de l'État américain à ce moment-là, et qui d'une certaine manière rebat les cartes en matière d'extraterritorialité de la donnée, ce qui leur permet effectivement d'avoir une captation beaucoup plus importante, beaucoup plus simplifiée, ce que le RGPD était censé garantir d'une certaine façon. Donc, on peut d'une certaine manière dire que cela fait tomber cette protection qui était a priori le RGPD, sous l'égide d'une autre législation qui ne permet plus de sécuriser, si j'ose dire, les données personnelles et, derrière les données personnelles, les données entreprises. Sur le sujet de cette extraterritorialité, Éric, peut-être, Valéria? Oui, on prend acte du Cloud Act et d'autres choses encore. Mais on voit bien que ce dispositif, il est même aux États-Unis un peu contesté. Si on prend les dispositions qu'ont pris la Californie, bon, en gros, on est obligé de faire avec. Vous avez décrit tout à l'heure les différents blocs, Europe, Asie, États-Unis, pour définir un peu ce qu'étaient les différences de doctrine à grands coups de trait, de crayon. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, en matière de réglementation, en matière de cadre juridique, en matière de cadre légal, les chemins se séparent un peu. Ou en tout cas, le jeu s'éclaircit, se clarifie. Des dispositions à la fois des États et des acteurs économiques qui ne sont pas non plus totalement éloignés de ce qui s'écrit. Que dire d'autre que je pense, moi, je suis convaincu, et la matinée que nous devons passer ce matin à Monaco finit par me convaincre, que le chemin qu'emprunte la France,
que le chemin qu'emprunte l'Europe, même si on aura probablement l'occasion de reparler, de savoir si tout ça est sous forme d'un dynamisme totalement partagé ou si ce sont quelques initiatives de pays à pays qui portent ce sujet. Mais moi, je veux croire que les dispositions qui sont prises en matière de numérique et d'encadrement du numérique, il y a encore des chantiers devant nous, eh bien, c'est un chemin qui est aujourd'hui en capacité de faire émerger des acteurs de demain qui seront capables de soutenir la compétition. Et qu'après tout, on n'est pas obligé de se soumettre ni à une doctrine qui serait une doctrine asiatique où on sent bien que sur les libertés individuelles, nous n'avons pas tout à fait la même conception, ni le pouvoir de l'administration débordante des États-Unis qui vient contrecarrer ce que nous avons, nous, en termes d'équilibre entre le judiciaire et l'administratif. C'est de la doctrine politique, puisqu'on parle là de doctrine politique, qui a des impacts effectivement sur les technologies. Et encore une fois, vu ce qu'on a vu ce matin, de cette effervescence, de ces belles réussites, de ces niveaux d'expertise, moi je suis très confiant sur le fait que le chemin qu'on emprunte, c'est la meilleure voie pour répondre aux dispositions qui sont prises par les différents blocs avec lesquels on doit composer, puisque notre économie est mondialisée. Un regard très optimiste. On revient sur l'Europe dans 2 petites secondes. Peut-être Valéria et puis ensuite Constance Le Grip. Alors, pour compléter plus globalement, on a de plus en plus de dispositions américaines qui sont extraterritoriales d'un point de vue économique et pas que sur la partie numérique. Sur la partie numérique, ce qui leur confère cette omniprésence, c'est aussi les entreprises qui sont des majeurs dans leur domaine et qui ont envahi le marché européen et le marché mondial en la question. Et effectivement, je suis d'accord avec mon collègue Boterel sur le fait qu'aujourd'hui, on a ce qu'il faut en Europe pour réussir. Maintenant, il faut absolument s'organiser, s'ordonner, de mutualiser avec nos partenaires, notamment avec l'Allemagne, où en termes de cybersécurité, on peut faire émerger quelque chose qui pourrait faire face et protéger non seulement l'ensemble des pays, mais aussi faire face à l'ingérence de certains pays. En termes de législation, il faut aussi qu'on organise une riposte vis-à-vis de cette extraterritorialité américaine et qu'on y fasse attention en termes de coopération et des réglementations qu'on met en place au niveau européen. On va y revenir. Merci Valéria. Constance. Oui, je partage le constat fait par mes 2 collègues députés que l'extraterritorialité du droit américain est un sujet extraordinairement grave en matière économique, en matière fiscale, pour ce qui concerne le fameux Cloud Act dont vous avez évoqué le nom et les enjeux. Et donc, il y a une véritable bataille idéologique, juridique, politique, stratégique que les États européens doivent mener pour faire respecter la souveraineté juridique. Et c'est un enjeu qui dépasse le sujet de cet après-midi, mais qui est un enjeu dont un certain nombre de juristes sont conscients depuis pas mal d'années, qu'on peut replacer d'ailleurs dans le contexte de l'affrontement un peu titanesque, je dirais, entre le droit continental et la common law, mais qui est vraiment un sujet sur lequel il faut vraiment maintenant batailler et arriver à se doter d'une panoplie d'armes et d'outils efficaces. Plus globalement, ce qui est frappant, c'est la prise de conscience. Je pense qu'elle est réelle au sein de l'actuel Parlement français, au sein de l'actuelle Assemblée nationale, qui, comme vous le savez, a été fortement renouvelée, j'allais dire un peu dans toutes les familles politiques, ce qui insuffle un nouvel état d'esprit, à apporter de nouvelles expertises, de nouvelles compétences et des nouvelles appétences pour un certain nombre de nouveaux sujets, mais également dans l'exécutif français actuel, une véritable prise de conscience que le cyberespace est devenu le champ clos, devenu un lieu de pouvoir, le champ clos d'une guerre, d'une véritable guerre. On a longtemps, c'était le rêve, pensé et d'ailleurs rêvé que Internet était le lieu de la liberté, de la création, de la créativité, de l'échange, du partage. Et ce rêve-là, il a été à bien des égards extrêmement séduisant et séducteur. Et on est maintenant confronté à une réalité. On est passé au fond du XXe au XXIe siècle dans cette dimension-là également, le champ clos d'affrontement entre intérêts privés, entre grosses entreprises, entre États,
entre États et régions, entre États et grandes compagnies mondiales, et l'ère de la naïveté européenne qui a peut-être prévalu à certains égards dans notre pays comme dans d'autres pays européens, et je crois maintenant vraiment révolue. Donc la prise de conscience, elle est là. On est dans une guerre économique. La cyberguerre, c'est pas uniquement, même si c'est également les attaques de la Russie, comme l'actualité nous le montre encore récemment, les Néerlandais et les actions qu'on mène en représailles, etc., après un certain nombre d'actes. Mais il y a également une guerre économique entre grandes puissances privées. Et la prise de conscience, à mon avis, elle est là. Et donc, il nous faut maintenant, en tant que législateurs, et européens et français, une fois cette prise de conscience et cette appropriation de l'intensité de la menace, de l'intensité de l'enjeu réalisé, ne pas se tromper et trouver à légiférer à bon escient, d'une manière opportune, pertinente, protectrice, qui puisse accompagner effectivement le développement et même permettre la création et l'émergence de champions, petits, moyens et puis grands, sans brider, sans enfermer, sans verrouiller. C'est un enjeu important et des questions, j'allais dire, un peu fondamentales que se posent, je pense, actuellement, et les législateurs français et les législateurs européens. Comment ajuster la norme, comment construire la bonne régulation, la bonne réglementation, la bonne norme, encore une fois, sans naïveté, avec le souci de protéger les intérêts vitaux, mais sans brider et sans verrouiller et sans nous faire perdre du coup des avantages et sans nous faire reculer de plusieurs cases dans cette compétition mondiale. Alors effectivement, vous avez souligné, Constance, un mot, je dirais, quasiment clé. J'ai vu Franck qui acquiesçait en parlant de cette guerre économique dans laquelle nous sommes très clairement aujourd'hui. On passe dans ce contexte, on l'a bien compris, particulièrement complexe. On passe de la compétition à la coopétition en permanence. Une guerre économique au cœur de laquelle la France, évidemment, doit savoir imposer sa souveraineté numérique. Évidemment, la France seule, ça ne peut pas fonctionner. La réponse est européenne. Je crois que les trois parlementaires ont été dans ce sens et il est clair que c'est une évidence partagée. Peut-être, Franck, nous parler, nous donner votre regard sur la stratégie qui est aujourd'hui mise en place en matière je dirais, de cyberdéfense, de cybersécurité, notre politique européenne. Quel regard portez-vous face à ce contexte dont on vient de parler ? Alors je pense qu'il y a effectivement deux façons de voir les choses. Une façon un peu à moitié vide ou à moitié pleine. Je pense qu'en matière européenne, il faut effectivement plus de coordination concernant les mesures qui peuvent être prises, plus de coordination entre les États, une montée en puissance graduelle des uns et des autres pour qu'effectivement les mesures qui soient prises puissent protéger à un certain seuil, de façon à ce qu'ensuite il y ait une sorte d'homogénéité, parce que se placer, je pense, sous un chapeau, un peu comme le chapeau nucléaire, me semble en fait une stratégie perdue d'avance. En matière de guerre économique, effectivement, la problématique de l'Europe est assez simple, c'est que pour parler de guerre économique, pour parler de souveraineté, faut-il encore pouvoir parler de puissance. Or, ce sont des terminologies qui, grosso modo, ne sont absolument pas usitées au niveau européen, ce qui n'est pas le cas pour nos amis alliés et parfois concurrents sur le plan international. On pense évidemment à la Chine, on pense évidemment aux États-Unis, on pense à la Russie et d'autres pays, l'Inde demain, sur les problématiques effectivement cyber, mais pas uniquement, l'intelligence artificielle. Et je pense que cette coordination est nécessaire et à un niveau toujours plus élevé, de façon à ce qu'il y ait une homogénéité ressorte, de manière à ce que le maillon faible dans cette affaire ne puisse pas impacter d'autres maillons peut-être forts et protégés par leurs propres moyens d'une certaine façon, mais qui peuvent tout à fait se faire impacter. Ensuite, il y a la problématique effectivement de la puissance américaine qui derrière est là pour, je dirais, influencer, on le voit au niveau du Parlement européen, pour être présent, pour d'une certaine façon toujours reprendre par derrière la main et de façon assez discrète et assez intelligente. Et à ce niveau-là, je pense qu'on est d'une certaine façon aussi frappé d'une certaine forme de naïveté qui commence à se dissoudre un petit peu. Ensuite, faut-il encore que les actions, les contre-mesures soient mises en place et de façon aussi intelligente et de façon aussi efficace.
Merci Franck. Alors peut-être Valéria, sur cette thématique, on a entendu effectivement notamment les Américains extrêmement forts en matière de lobbying. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots qui se jouent à Bruxelles. La France a clairement un rôle à jouer. Quelle place peut-elle prendre et comment, et je dirais même les parlementaires que vous êtes peuvent pousser aussi au niveau du Parlement européen, de la Commission, un certain nombre de sujets qui sont majeurs. À ce jour, la France doit être mieux représentée en termes de ses ambitions, en termes de ses envies, en termes de ses besoins sur la scène européenne. Je promeus avec mes collègues depuis le début du mandat l'équipe France, c'est-à-dire l'organisation du lobbying. Il y a du bon lobbying et du mauvais lobbying, mais n'empêche que le lobbying, ça veut dire défendre ses intérêts, et défendre les intérêts de la France me semble être un sujet plus que louable. Donc, il faut qu'on s'organise entre le monde économique, le monde politique, donc les représentants de la nation que nous sommes, tous les parlementaires, pas que l'Assemblée nationale, le Sénat aussi, et puis les représentants de la société civile, parfois des ONG, parfois des associations, des think tanks, et qu'on puisse agir tous ensemble dans l'intérêt de notre pays et défendre ses intérêts à Bruxelles auprès de nos collègues, qu'ils soient commissaires ou parlementaires européens, pour promouvoir notre éthique, notre approche de la donnée, notre approche du cyber, notre approche du langage. C'est des questions qui sont importantes et si on ne le fait pas, malheureusement, les puissances étrangères, pas parce qu'elles sont mauvaises, il ne faut pas en avoir peur, mais parce qu'elles font bien leur boulot, imposent leurs normes tout bêtement et nos normes à nous ne sont plus respectées en fin de compte, ni pris en compte dans la législation européenne qui s'impose aux États par définition. Merci beaucoup Valéria. Eric, peut-être un mot sur cette thématique, la place de la France en Europe. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on peut l'illustrer d'un exemple. Il y a quelques mois à peine, le président de la République a repris une initiative sur la fiscalité du numérique. Cette idée progresse. Et ceux qui en observent l'évolution savent aujourd'hui qu'on n'a jamais été aussi près d'un accord à l'unanimité sur ce dispositif. Moi, vous savez, j'ai le sentiment, j'ai passé 30 ans dans le monde de l'informatique, à le distribuer, à le vendre, à le conseiller. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, moi qui ai vécu, comme certains dans la salle, probablement la longue construction européenne, que ce marché du numérique est bien plus mature en matière d'harmonisation, en tout cas de tentative d'harmonisation, que ce soit sur le champ économique, social, fiscal. Il reste beaucoup de choses à faire. Que certains marchés qui ont vécu, là aussi, cette construction européenne. À titre de comparaison, et pour ce qui me concerne, le règlement général de protection des données, de mon point de vue, c'est un outil et ça fait partie de l'arsenal économique. Dire aujourd'hui qu'on a un cadre homogène sur le continent européen pour chacun des acteurs économiques, c'est leur offrir la garantie que, dans un esprit de winner take all, que celui qui développe en France, il n'aura pas à scolter une réglementation particulière en Allemagne. Il en reste. Je dis l'Allemagne, mais je pourrais en citer d'autres, quasiment tous les autres pays. Et donc, c'est de nature à offrir à portée de tir un marché de 400-500 millions d'utilisateurs. Et dans la compétition qui est aujourd'hui celle à livrer avec, encore une fois, les acteurs. On parle beaucoup d'États, mais enfin, dans la cybermenace, il y a aussi des proto-États. Et si on pousse à l'extrême un certain nombre de choses, vous aurez observé qu'il y a même des pays qui nomment des ambassadeurs pour discuter avec un certain nombre d'acteurs qui sont des grands leaders du numérique. Donc on est quand même sur un monde un peu particulier. Il faut qu'on trouve notre place au milieu de tout ça. Mais je veux dire, il ne s'agit ni d'être naïf, ni d'être totalement paranoïaque. Enfin, quand on fait de la cyber, il vaut mieux être totalement paranoïaque. Mais il ne s'agit pas d'aborder le sujet en étant battu d'avance. Sur le Cloud Act, on a un arsenal législatif en France qui s'appelle la loi de blocage. Elle date de 1968. Elle mérite peut-être d'être renforcée. Et elle pourrait d'ailleurs, pourquoi pas, inspirer un règlement européen. Et on le voit d'ailleurs, je veux comprendre, mais on a un expert en diplomatie économique ici à cette table. On peut voir de la part de la Californie comme un signal qui consisterait à dire ne rentrons pas dans un bras de fer immédiat, il y a probablement des portes de sortie. Nous avons aussi, des choses à faire valoir et des muscles à sortir de temps en temps, et je pense qu'il ne faut pas rougir. On a des dispositifs peut-être à renforcer, mais la France a un rôle majeur dans le monde du numérique, pas que sur le champ de la fiscalité. Et on doit pouvoir trouver, à défaut d'avoir un consensus européen, des partenariats privilégiés avec des pays. Je pense à l'Allemagne en particulier. On a des beaux exemples de réalisation industrielle. On doit être capable, et d'ailleurs on le fait,
Moi, je ne vais pas citer de nom parce qu'en tant que parlementaire, je ne vais pas faire la pub pour une entreprise plus qu'une autre, mais il y a ce matin quelqu'un qui est présent dans le sud de la France et qui fait des avions, comme ça j'ai nommé personne, dont on sait qu'effectivement le dynamisme avec l'Allemagne est quand même un bel exemple et qui inspire d'autres. Voilà. Puis j'aurai l'occasion tout à l'heure dans la discussion probablement de dire à quel point par ailleurs les dispositions qui sont prises en France suscitent de l'intérêt, y compris pour des acteurs américains. Merci Éric. Peut-être Constance, un mot sur ce qui vient d'être évoqué, le renforcement des réglementations, cette logique de partenariat. Elle est bien sûr tout à fait essentielle sur le RGPD, que je crois être la seule dans cette salle à avoir eu la chance de voter 2 fois, et comme parlementaire européenne, parce que j'ai passé plus de 7 ans comme députée européenne française au Parlement de Strasbourg, et comme maintenant députée de la Nation. Il y a là incontestablement un ensemble de règles, un outil assez fantastique, dont nous ne devons pas, nous Français, avoir l'air d'oublier qu'il est en grande partie inspiré par l'esprit de la loi informatique et liberté, et qu'un certain nombre de paradigmes français, de valeurs, si je puis dire, qui viennent de notre nation, ont été innervés, intégrés dans le RGPD. Donc je ne méconnais pas par ailleurs également les interrogations, voire les grognements, les difficultés et le coût humain et financier que représente l'application du RGPD pour bien de nos entreprises, mais il s'agit quand même de quelque chose qui, à mon sens, pourra représenter un avantage compétitif dans la bataille et dans la guerre économique qui se fait jour. D'autres discussions à l'intérieur des institutions européennes auxquelles la France prend une part active se déroulent en ce moment sur des instruments législatifs ou dans des approches un peu plus articulées, je dirais, sur l'autorégulation. Vous le savez, il y a quelque chose que dans le jargon des institutions européennes on appelle le paquet cybersécurité, qui est actuellement âprement discuté entre les 3 institutions européennes. Et quand on parle cybersécurité en France, on pense très vite Annecy, par exemple. Incontestablement, il ne s'agit pas de faire du lobbying. La France est un pays fondateur de l'Union européenne. On n'a pas à faire du lobbying. Le lobbying, on le laisse aux États-Unis, aux Chinois, aux GAFA, à je ne sais pas qui, les industries pétrolières, canadiennes, je ne sais pas quoi. Nous, on est au cœur du réacteur. On est un État fondateur, un État puissant, et donc on a simplement, en termes d'influence et d'avancée de nos idées, de nos valeurs, de nos contributions, à faire dans un premier temps œuvre de pédagogie, et puis après capacité à déployer notre puissance et notre force de conviction. Mais quand on parle du paquet cybersécurité entre Strasbourg et Bruxelles, incontestablement l'expérience, l'expertise, l'excellence de l'ANSSI ont toute leur place dans le débat. On a réussi à les faire connaître, apprécier, à les valoriser. Donc quand la France veut se donner la peine d'être au rendez-vous, d'être hyper volontariste et de développer à travers des prises de position et un discours puissant, encore une fois, et très volontaire, les atouts qu'elle a, ont fait avancer nos sujets. S'agissant, par exemple, des discussions qui ne sont pas encore terminées. Comme toujours, le diable se cache dans les détails. Il peut y avoir jusqu'au dernier moment d'un processus de négociation à l'intérieur du triangle institutionnel européen des petites surprises, mais on est en capacité, parce qu'on est reconnu comme expert, parce qu'on est très en avance, parce qu'on a un instrument de puissance très professionnel qui s'appelle l'ANSSI, on est en capacité de faire avancer nos idées. C'est un sujet parmi d'autres. L'Europe, ça n'est pas qu'un vecteur de puissance pour la France. Bien évidemment, c'est beaucoup plus que cela. Tout doit être partagé et concerté, mais c'est également quand même un espace, une dimension dans lequel peuvent être continués, poursuivis, amplifiés un certain nombre de positions et de combats qui sont importants pour notre pays, importants pour la défense de l'identité européenne. Merci beaucoup Constance. On va poursuivre avec, je dirais presque, les éléments de réponse à la question et à l'intitulé de cette table ronde, qui sont les 5
priorités qui sont les vôtres dans cet enjeu de la souveraineté numérique de la France. Peut-être, Constance, partagez avec nous l'une de ces priorités qui, pour vous, aujourd'hui, fait sens et vers lesquelles il faut absolument pousser. C'est un choix un peu cornélien. On aurait envie de pousser plusieurs priorités. Alors, il n'est jamais bon dans la vie d'avoir 10 priorités. Ça veut dire qu'on n'en a aucune. Mais voilà, faire une shortlist de 2 ou 3 est toujours un exercice assez cruel. Il se trouve que je suis vice-présidente actuellement à l'Assemblée nationale de la commission éducation-culture. Donc, je vais me centrer un peu sur le champ de compétences de la dite commission parlementaire en charge de l'éducation, de la culture, de la formation, etc. Et donc faire écho également à des choses que j'entends depuis le début de cette mandature, beaucoup, qui m'ont encore été dites avec beaucoup de force et d'énergie ce matin, ainsi qu'à mes collègues au fur et à mesure que nous cheminions à la rencontre des professionnels d'un stand à l'autre, qui est l'enjeu de la formation et de l'éducation. Il y a véritablement, dans le domaine de la cybersécurité, dont on sait à quel point elle est essentielle pour la souveraineté et le maintien, encore une fois, la survie de notre identité française et européenne, un réel problème de manque de ressources humaines adéquates, assez bien formées, qui travaillent et dans les entreprises et dans un certain nombre d'organismes régulateurs. Donc il y a un enjeu de formation absolument capital, et beaucoup des interlocuteurs que nous avons croisés nous ont clairement dit, des sociétés, que l'un des freins à la croissance qu'ils rencontraient pour, par exemple, la fin de cette année, l'année 2019, l'année 2020, c'était les difficultés qu'ils avaient à recruter. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail, ça serait trop long, mais on a un enjeu à la fois de formation de professionnels, d'experts, de jeunes développeurs, d'ingénieurs spécialisés, mais pas trop, à la fois spécialisés, capables d'avoir une vision globale des enjeux, qui est tout à fait cruciale, en France comme ailleurs en Europe certainement, mais enfin, parlons de la France, comme on a quand même quelques pépites et une vraie avance. Dardons nos efforts sur notre pays. Et puis l'enjeu d'éducation citoyenne, peut-être aussi la citoyenneté numérique, l'hygiène numérique. On a quand même beaucoup de chantiers à ouvrir et des marges de progrès phénoménaux à accomplir. Merci beaucoup, Constance Le Grip. Donc, éducation, formation, première priorité. Valéria ? Alors, de ce qu'on voit en général et de ce qu'on a vu en particulier toute cette matinée, il s'avère important l'organisation, encore une fois, c'est ce que je dis depuis le début de cette table ronde, l'organisation du circuit. Donc il faudrait se pencher sur une offre qui permet à lier l'analyse, la détection, la prévention, le contrôle du cyberrisque, la réponse à une attaque et l'assurance qui va avec. Il me semble qu'aujourd'hui, on a énormément d'acteurs de qualité dans chaque domaine qui se développent ou qui se sont développés. Et maintenant, on pourrait peut-être se pencher sur une offre qu'on pourrait normer et généraliser au niveau européen afin de voir, puisqu'on est tous interconnectés, d'avoir une offre qui permettrait de couvrir l'ensemble des circuits européens. Merci Valéria. Donc une offre normée française globale. Éric ? Oui, moi je peux que souscrire à ce qui a été dit. C'est vrai que on prend ça avec le sourire, les histoires de tension qu'il peut y avoir sur le recrutement, mais à 200%, on ne peut pas dire plus. Je souscris à ce que dit Constance, parce qu'on l'a encore mesuré ce matin. Je pense qu'on va avoir un vrai sujet à un moment donné. Si on n'est pas capable de recruter parce qu'on n'arrive pas à former, je me désespère d'entendre qu'il y a des Master 2 qui ont été créés et que les gens n'y vont pas. Donc on a un vrai sujet, un sujet de parlementaires, un sujet qui dépasse les seuls parlementaires. Mais il y a une vraie question, parce que on sait que ce qu'il y a dans nous, c'est effectivement un business qui va croissant et des enjeux. Enfin, indépendamment du business, je ne veux pas donner l'impression que je suis focusé uniquement sur le business, mais on sait qu'il y a des enjeux, et notamment l'enjeu de la souveraineté qu'il faudra traiter. Et puis pareil, je souscris à ce que dit bien évidemment Valéria. Je vais aller sous un autre aspect. Moi, on a lancé les états généraux de la régulation du numérique au mois de juillet avec Mounir Majoubi. Je fais partie de la task force qui travaille sur la partie économique. Il ne peut y avoir de souveraineté que s'il y a une concurrence loyale.
Ce qu'on a observé sur le monde du numérique, c'est que souvent, celui qui prend toutes les positions dominantes, il finit par imposer un standard qui devient un standard de fait technologique. On a des sujets devant nous sur la 5G, même si on a des guidelines très précis sur ce qu'est la 5G, mais si on n'y prête pas attention et qu'on se fait dépasser sur nos arrières ou sur notre côté, demain, il est fort à parier qu'il puisse y avoir 1-2 acteurs qui définissent ce que seront les règles du jeu de demain et le business model demain de la 5G. Donc ça, c'est devant nous. Si on applique ça au régime de la data, moi, ça fait longtemps, peut-être certains d'entre vous m'ont déjà entendu dire ça, je pense qu'on s'est tiré une balle dans le pied avec le cloud souverain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une vision particulière de la manière dont on héberge nos données, y compris sur notre territoire. Mais je pense que la doctrine, elle a empêché beaucoup de nos entreprises à se cloudifier, ce qui d'ailleurs a permis à un certain nombre, en tout cas, à encourager un certain nombre d'entre elles à rester totalement vulnérables à des attaques qui étaient des attaques relativement assez primaires. Sur la donnée, je pense que de la même manière que l'on y réfléchit en France à avoir un régime de partage des données d'intérêt général, on pourrait inspirer l'Europe à faire la même chose pour éviter que les données soient concentrées entre les mains d'acteurs économiques et de seulement d'acteurs économiques, pour permettre l'innovation et pour permettre encore une fois la souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est la maîtrise des savoir-faire, mais c'est aussi la maîtrise du minerai premier, dont j'observe, puisque comme je rendrai le rapport sur la fiscalité du numérique, c'est que quand vous interrogez certaines entreprises, la donnée, ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien quand on dit que, par exemple, on va taxer autre chose, on va prendre des établissements stables, et puis d'un seul coup, ça vaut beaucoup d'argent quand on dit qu'on va taxer par rapport au nombre d'utilisateurs. Donc là-dessus, il y a débat. Mais en tout cas, ce qui est très certain, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas de dataset, il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de données. Et si les données ne circulent pas, et là je fais un clin d'œil à Constance Le Gris, puisqu'on a rendu un rapport l'année dernière sur le free flow of data et sur la libre circulation des données, je pense qu'il faut qu'on encourage la libre circulation des données. Je pense qu'il faut qu'on tourne le dos à l'idée qu'on puisse monter des lignes Maginot virtuelles, immatérielles, pour mieux nous protéger, même s'il faut avoir en la matière des protections. Et je pense qu'il faut qu'on puisse progresser. C'est une initiative qui a été lancée en France. Elle doit pouvoir inspirer l'Europe sur les données d'intérêt général, parce que demain, ça va concerner les mobilités, la santé, et que si on ne veut pas se faire imposer les innovations qui viennent encore une fois de notre gauche ou de notre droite, suivant la manière dont on se place sur la planisphère, eh bien, il faut qu'on fasse nous-mêmes. Et pour faire nous-mêmes, il faut qu'on fasse ensemble. Et pour faire ensemble, il faut qu'on partage. Donc, effectivement, beaucoup de sujets, un enjeu majeur autour, non pas de la donnée, mais des données. Effectivement, libre circulation et un partage au titre de l'intérêt général. Nous avons 3 priorités. On s'était fixé 5. Est-ce qu'il y en a 2 La blockchain, on peut prendre tous les buzzwords du moment. IA, non, mais bien sûr, la blockchain, mais c'est un vrai sujet. est-ce qu'on peut exceller dans tous les domaines, ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se focaliser sur un pour être vraiment bon? Moi, je veux bien rebondir tout de suite, mais moi, quand vous me parlez de souveraineté, je suis le papa d'un officier de marine marchande qui pose des câbles sous-marins. Voilà. Il y a une actualité ce matin avec Orange et Google, je crois. En tout cas, elle a été rendue publique ce matin. La souveraineté, c'est bien plus que la maîtrise des savoir-faire, c'est bien plus que les HR qu'on va avoir chez soi ou les headcounts qu'on va avoir chez soi. La souveraineté, à la fois, ça se décide pas, mais ça peut se décréter. Et donc, ce qui caractérise aujourd'hui les bouleversements qui s'opèrent, c'est la rapidité avec laquelle les innovations disruptent les précédentes, et c'est la profondeur de champ qu'elles vont impacter dans l'entreprise. On n'est plus juste sur la supply chain ou sur... voilà, c'est le modèle économique, c'est le modèle des entreprises qui est sans cesse bousculé, et on est dans une forme d'imprédictibilité et d'imprévisibilité. Quand je travaillais il y a 20 ans ou 30 ans dans ces boîtes, on faisait des prévisionnels à 5 ans. Et on ne se trompait pas, on se trompait rarement dans les réalisés à 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas comment font les entreprises pour avoir une capacité de se projeter à 5 ans quand on ne sait pas d'où va venir le concurrent, ce qu'il va faire, etc. Donc, en termes de priorité, prenons la blockchain pour en rajouter une 4e. Et puisqu'on y a travaillé ici avec un certain nombre aussi de parlementaires et bien évidemment Valéria, on ne peut pas rester en dehors de ce champ-là, que ce soit sur les levées de fonds, que ce soit sur la décentralisation, la déconcentration de la donnée, sur la manière dont on manage la donnée, sur le fait d'avoir une autorité collective plutôt qu'un tiers de confiance. 2 choses une, soit on observe
et puis ça viendra d'ailleurs. Soit on prend des dispositions, c'est ce que nous avons fait dans le cadre de la loi Pacte, à la fois pour le droit au compte, à la fois pour l'encadrement des plateformes, etc. Voilà, ça c'est une priorité. Elle est traduite, le texte il a été vu, et les décrets auront lieu dans le premier semestre l'année prochaine. On ne pourra pas dire qu'on a été lent, on a pris le sujet. Et il y en a d'autres. Mais je vais laisser les autres annoncer. Constance, peut-être un mot complémentaire, et puis Valéria aussi. Oui, on n'a pas beaucoup parlé argent, financement, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, pour reprendre un adage populaire qui est quand même toujours pertinent et efficace. Et quand on parle et des États-Unis et de la Chine, dans une moindre mesure, mais s'agissant de la cybersécurité, c'est un pays extrêmement pertinent et qu'il est intéressant de citer Israël, on voit bien que les masses d'argent, le montant des investissements, tant publics que privés, sont absolument considérables, et que dans une période de raréfaction de l'argent public, qui est la période que nous connaissons tous, en France particulièrement, mais pas que tous les pays européens ont à affronter, il faut qu'on soit extraordinairement créatif, extraordinairement inventif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus s'appuyer sur la ressource publique et l'argent public. Il y a quand même toujours une responsabilité à assumer pour la puissance publique, hein, qu'elle soit française, allemande, lettonne ou européenne. Donc, lutte contre le dumping fiscal, par exemple, qui permettrait de faire en sorte que tout le monde paye des impôts en Europe pour augmenter la ressource publique, et puis des partenariats privés-publics. Enfin, il faut de la créativité, de l'ingénierie financière, certainement nouvelle, sophistiquée. Le plan Juncker, hein, sur les investissements d'avenir, qui est d'abord 350 millions passés à 500. Bon, voilà, il y a des choses qui sont tentées, mais qui sont encore, non pas une goutte d'eau, mais un petit ruisseau par rapport à l'ampleur des besoins. Donc là, on a un vrai défi. J'ai pas la réponse, mais il faut certainement trouver. Voilà, le président de la République avait évoqué l'idée de la création d'une DARPA européenne. Bon, voilà, on a une super idée, mais il n'y a pas le plus petit début de commencement d'un financement. Voilà, et donc on est totalement bloqué sur cette initiative qui pourtant avait été portée avec un certain panache, hein, une certaine ardeur sur les fonds baptismaux. Il y a des industriels français et allemands qui, avec des experts, des universitaires, un certain nombre de partenaires, essayent dans une initiative commune qu'on appelle JEDI, Joint European Disruptive Initiative, de porter un certain nombre de choses, mais on se heurte au manque d'argent. Merci Constance. Donc effectivement, les enjeux du financement. Peut-être un dernier mot, Valéria, sur ces priorités, puis ensuite on prendra 2 ou 3 questions dans la salle. Alors, les enjeux de financement, effectivement, Constance a complètement raison, mais il y a des choses qui sont mises en œuvre aujourd'hui entre la France, l'Allemagne, et quelques dispositions qui ont vu le jour dans la loi Pacte pour ce faire. Je voulais revenir sur l'autre priorité, intelligence artificielle. Donc vous nous posiez la question à savoir si il fallait être partout, finalement, où il fallait finalement faire des choix. Aujourd'hui, il me semble difficile de dire à nos concitoyens, qu'ils soient français ou européens, qu'on doit faire le choix entre être maître d'un véhicule autonome ou être maître d'une prédiction de jugement ou d'être maître d'une poste de diagnostic médical. À un moment donné, il faut être maître partout. Parce que même si l'innovation ne vient pas forcément de chez nous, il faut que ce soit explicable et qu'on puisse contrôler les décisions qui seront prises par une intelligence artificielle. Donc, il faut qu'on développe et la recherche fondamentale et les applicatifs économiques pour éviter d'être disruptés par les entreprises venant de l'étranger. La concurrence est bonne, et il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y ait le choix sur le marché, mais pas le monopole, comme c'est le cas sur les moteurs de recherche ou autres. Donc, il faut être vigilant à ne pas se laisser déborder définitivement et maîtriser la technologie, et cela est la souveraineté la française. Oui. Alors, un truc qui n'a rien à voir avec la souveraineté, mais quand même, s'il peut y avoir une priorité, c'est qu'il y ait un peu plus de femmes dans le monde du numérique, et en particulier dans la cyber, parce que si on manque de recrutement, il faut peut-être dire aux femmes qu'il y a du boulot, que c'est bien payé, qu'il y a des gens qui sont recrutés avant même d'avoir fini leur formation. Je pense que c'est une information qui leur manque, parce qu'il n'y a pas de raison que des femmes ne réussissent pas, et il n'y a pas de raison que demain on ait des IA qui soient pensées que par des hommes. Donc voilà, c'est pas une question de souveraineté, c'est une question d'égalité. C'est une question d'égalité, et c'est aussi une réponse que l'on apportera, cher Eric, puisqu'on n'avait pas prévu de faire un teasing à ce moment-là, mais puisque tu nous tends la perche, on aura le plaisir de se retrouver donc
tu es cordialement invité avec, bien entendu, les différentes personnes Voilà, ici. le plateau, il est bien, là. C'est début janvier et il y aura effectivement un très bel événement international et qui se déroulera donc à Paris sur la place des femmes dans l'univers cyber avec des femmes de beaucoup de talent qui viendront s'exprimer, présenter les différents enjeux et comment est-ce qu'on peut faire changer les choses. Il y a de très belles initiatives, donc le rendez-vous est pris, c'est en janvier, cher Eric. Voilà. Peut-être une dernière réaction de Franck sur notamment l'aspect financier qui était évoqué par Constance et ensuite on passe aux questions avec la salle. Dommage parce que la conclusion aurait été sympathique sur les femmes. Je crois que c'est un message de la part d'Eric. En l'occurrence, oui, je revenais sur la question du financement. Ce qui nous distingue, l'Europe, j'entends, par rapport à nos concurrents internationaux, c'est la problématique du complexe, on va l'appeler comme ça, militaro-industriel, c'est-à-dire le financement qui vient du militaire. On pense à la Chine, on pense à la Russie, mais on pense surtout aux États-Unis, dans laquelle il y a ce qu'on appelle une problématique de militarisation de la Silicon Valley, et ce qui veut dire que, d'une certaine façon, la donnée pour eux, c'est leur noir. Pourquoi ? Parce que, un peu comme les mines antipersonnelles dans le domaine militaire, ça coûte pas cher, ça récupère énormément d'informations. Pour faire travailler les IA de demain, il faudra évidemment une quantité de données impressionnante, donc il se garantit cette affaire-là, mais parce que derrière, il y a un vrai projet lié aux problématiques de sécurité nationale pour assurer les conditions de sécurité nationale au-delà de la souveraineté, qui n'est pas ce que j'appellerais la défense nationale. Chez nous, on a une problématique là-dessus, et que la meilleure façon, quelque part, je donne quelques pistes, de pouvoir, entre guillemets, les égaler, en tout cas sur la position, c'est de parler, nous aussi, de sécurité nationale, d'assurer nos conditions en matière de sécurité nationale, qui chez eux n'est d'ailleurs pas définies, ce qui leur permet de faire entrer dans ce spectre-là énormément de choses. Le financement viendra avec, parce que si vous regardez bien, toutes les entreprises, on pense toujours à Microsoft, on pense à Apple, etc., en disant ça a commencé dans une cave. Je vais prendre ce qu'avait dit en off un des grands de cette époque, c'est-à-dire, ok, ça a commencé dans une cave, mais la cave était, elle, hébergée sur un porte-avions. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que derrière, vous aviez juste le département d'État, vous aviez la NSA, vous aviez derrière tout le consortium des agences américaines extrêmement bien financées qui étaient là derrière. Chez nous, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'une part parce que, effectivement, l'Europe, c'est plusieurs pays. La sécurité nationale, c'est quelque chose qui est un petit peu comme le terme de guerre économique qui revient maintenant un petit peu sur le devant de la scène. Et les problématiques de souveraineté, ce sont des termes qui ne sont pas forcément assumés. Et on parlait de puissance tout à l'heure. Alors, cette thématique de la puissance, évidemment, compte tenu de l'histoire européenne, n'est pas non plus assumée. Donc, je vais dire comme Constance, arrêtons la naïveté, décidons d'un vrai projet, décidons d'une vraie stratégie. Dès lors qu'on aura cette stratégie, on pourra se mettre en marche, si j'ose dire, pour reprendre en mouvement. Je refais de la pub, là. En l'occurrence, mettons-nous en mouvement pour, d'une certaine manière, se pérenniser en matière d'action et effectivement de souveraineté. Et sur la formation, je veux y revenir, parce que j'ai un très très bel exemple. J'avais un très très bon camarade de l'école de guerre économique, qui était le mouton noir à ce moment-là, qui avait un physique sympathique, un peu Brad Pitt dans Fight Club, si vous voyez. Il a monté aux États-Unis, à l'époque, Dockers Technologies, qui était une grosse réussite française, qui a été évaluée, je crois, sur la fin à 1,5 milliard. Je crois que quand ils ont commencé, la BPI leur avait grassement donné, au bout de 3 ans, 25 000 €. Donc aujourd'hui, ils ont tous pris de l'argent. Ils ont monté Holberton, qui est une des premières écoles du code. On parlait des femmes, donc je reviens pour un peu finaliser. C'était le nom d'une des premières programmatrices américaines, qui maintenant leur permet de former des jeunes Américains et de répondre à deux choses. Le coût de l'éducation, c'est-à-dire que la formation est gratuite, mais ils prennent 20% de ce que les gens toucheront en sortie d'école, qui sont d'ores et déjà embauchés au bout de 6 mois. Donc ça veut dire que zéro endettement. Les gens sont bien programmés et ils ont reçu juste les félicitations de Winton Cerf, qui, comme vous le savez, est le co-créateur d'Internet avec Louis Pouzin. Winton Cerf, qui est juste le chief evangelist de Google et qui est représenté dans le film des frères Wachowski, Matrix, comme le personnage qui interprète l'ingénieur, vous voyez, le barbu sympathique. Voilà. Et c'est donc le Dark Vador de l'Internet, c'est celui qui a inspiré toutes ces affaires. Donc vous voyez que même les Français, et ils y sont présents actuellement, peuvent être vraiment à la base de projets extrêmement intéressants. Maintenant, ce qui serait peut-être bien, c'est de leur donner envie de revenir. Je crois que le message est bien passé. Franck, merci beaucoup de ton expertise, ton regard et de ces points extrêmement précis. On a encore quelques petites minutes pour une ou deux questions, puisqu'ensuite il y a une table ronde qui a lieu dans cette autre salle. Donc nous devons libérer les lieux. Y a-t-il une question ? Oui, Alain Bouillet, s'il vous plaît, on va vous donner un micro.
Oui, bonjour, donc Alain Bouillet, je suis en charge de la sécurité et des systèmes d'information d'un grand groupe et je suis aussi patron d'un club de responsables sécurité. Et moi, je voulais partager, vous faire part de mon pessimisme, au contraire, par rapport à votre optimiste. Je constate en effet depuis plusieurs années, comme tout le monde, des engouements vers des solutions plutôt américaines. Parfois où effectivement il y a des choix et là ça peut être embêtant que des entreprises choisissent une solution américaine plutôt qu'une solution européenne. Par contre, ce que je constate à la fois dans mon entreprise et à la fois au sein du club que je représente avec 450 RSSI, c'est que dans certains domaines il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des messageries et des environnements bureautiques performants, le choix que vous avez, il est entre Microsoft et Google. Alors moi, je ne sais pas si ça ne vous inquiète pas, mais moi, de voir que 90% du CAC 40 et du SBF 120 sont désormais chez ces opérateurs-là, ça veut dire que l'ensemble des messageries européennes, voire mondiales, sont chez 2 opérateurs en gros, moi, ça m'inquiète. Alors ça m'inquiète pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi il ne faut évidemment pas se retrancher vers les échecs des clouds souverains précédents. Je pense que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pourquoi n'est-on pas capable aujourd'hui en Europe, je ne parle même pas en France, de bâtir une solution coopérative. Il n'est plus question de réinventer la roue parce qu'il est trop tard. Il est trop tard pour qu'on se mette à travailler sur des offres concurrentes à ces solutions-là, mais à tout le moins de mettre en place des coopérations intelligentes comme l'ont fait les Allemands, qui ont mis en place une solution coopérative avec Microsoft pour une offre 365, où effectivement les opérateurs de la solution ne sont pas des opérateurs américains, et du coup, sont des opérateurs allemands, et du coup mettent à l'abri les données des clients du Patriot Act, du Cloud Act et de la curiosité des agences américaines. Pourquoi diantre n'est-on pas capable de supporter des initiatives comme ça, qu'évidemment Microsoft tue dans l'œuf, puisque ça n'est pas sa stratégie que d'entretenir des partenariats comme celle-là. Microsoft préfère bien évidemment que les entreprises soient clientes natives de leurs solutions pour mieux les ferrer. Et je ne parle pas de sujet économique derrière, parce que bien évidemment, quand vous êtes ferré dans ces solutions-là, quand vous renouvelez le contrat, je vous laisse imaginer le montant de la prime supplémentaire à payer. Alors, je laisse Constance répondre donc à l'interrogation et puis évidemment aux commentaires particulièrement légitimes évidemment d'Alain Bouillet. S'il y a encore une autre question et ensuite on doit libérer la salle. Oui, je comprends tout à fait. Merci de votre contribution, que vous puissiez déplorer peut-être notre optimisme, entre guillemets, qui ne vous semble pas étayé par la réalité de ce que vous vivez. Et je crois qu'on est simplement parce qu'on est des hommes et des femmes politiques volontaristes, et que si on était trop pessimiste, on ne trouverait plus en nous la ressource et l'énergie pour continuer à faire ce qu'on a à faire. Ceci étant, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas en Europe, il n'y a pas de stratégie industrielle européenne? Il n'y a pas de stratégie industrielle européenne parce qu'il n'y a pas à ce stade de capacité, ni politiquement ni juridiquement, les traités européens étant ce qu'ils sont, pour mettre sur pied, trouver à organiser, à faire converger, à donner des objectifs stratégiques et ensuite la gouvernance et décliner les instruments d'une véritable politique industrielle européenne. On le regrette. Ça n'a jamais été clairement, je pense, mis sur la table au moment des choix politiques importants que peuvent être, par exemple, les élections européennes. Je rappelle que c'est le 26 mai 2019 et que j'espère que le débat électoral qui s'ouvrira dans notre pays comme il s'ouvre dans d'autres pays sera à la hauteur et posera les vrais sujets et les vraies questions, et la question de la définition d'une stratégie industrielle européenne est à mon avis autrement plus importante que d'autres sujets qui malheureusement peut-être occuperont le haut du pavé. Mais voilà, on est bloqué parce qu'il n'y a pas
de véritable volonté politique, mais pas non plus les instruments nécessaires. Le droit de la concurrence européen, on le sait actuellement, pour toute une série de raisons que je ne veux pas commencer à décliner, est finalement une entrave à l'émergence de véritables champions industriels européens. Donc il y a beaucoup de choses à changer, y compris sur le plan strictement juridique. Mais avant tout, il faudra une pression politique et peut-être une pression citoyenne pour qu'on parle véritablement des intérêts stratégiques européens et de l'urgence de la mise sur pied d'une stratégie industrielle européenne. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux. Oui, pardon, juste rajouter à ce que dit Constance. D'abord, je me sens un peu coupable parce que le produit de Microsoft qui tourne aujourd'hui, c'est un produit canadien qui s'appelait Courrier à l'origine, qui avait été racheté, qui est devenu Outlook ensuite, et puis Exchange. Et j'ai fait partie de ceux qui l'ont vendu ici en France, donc je fais mea culpa. Mais c'est trop vieux maintenant, il y a prescription, et dans le numérique, la prescription, elle démarre tôt. Non, vous dire que on regarde tous ce qui se passe en Allemagne, et notamment l'histoire du cloud avec l'encapsulation des data, avec Deutsche Telekom, etc. Et les retours que j'ai, c'est que c'est pas forcément un franc succès. Et que on a... Oui. À tuer. Non, mais j'entends bien. Mais pour aller vite et pour aller bien, d'abord, c'est pour ça qu'il faut continuer de se battre pour le chiffrement de bout en bout. Je pense que si on veut parler de souveraineté et d'intégrité de nos données, sans avoir à confier à Alcide, qui a eu le Grand Prix d'innovation pour sa capacité d'expertise autour de l'Active Directory, alors il faut continuer de se battre pour le chiffrement de bout en bout. Et puis je vais quand même l'illustrer d'un exemple et donner un nom. Si on ne sait pas faire sur les moteurs de messagerie, enfin, sur la messagerie en global, on a quand même aujourd'hui des gens qui prétendent, comme Quant, être une alternative crédible, techniquement robuste, offrant des services supplémentaires autour du moteur de recherche. Donc peut-être qu'on ne gagnera pas toutes les batailles, peut-être qu'il y a des endroits où il faudra laisser les autres continuer de s'exprimer, mais je parlais de la 5G, je parlais de la blockchain, il y a des tas de sujets qui sont encore aujourd'hui vierges de tout standard, en tout cas de toute domination, et ces terrains de jeu, ils n'ont jamais été plus ouverts que ceux qu'on a eu avant. Alors peut-être qu'il faut céder un peu de terrain sur les messageries, tout en ne donnant pas tout, bien évidemment, et en prenant les précautions qui nous permettent de garder notre souveraineté, mais en même temps, livrer les batailles là où elles sont à livrer. Voilà. Quant, qui est actuellement installé à l'Assemblée nationale. J'allais effectivement le souligner. Merci beaucoup, Constance, de l'avoir précisé, parce qu'effectivement, c'était important de le souligner. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les parlementaires. Merci, Franck, et merci à vous d'avoir suivi cette table ronde.